Oui, cher Richard, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de dédier au moins un numéro de ma petite chronique à un fait positif, c'est-à-dire l'évolution de la France. Oui, oui, vous avez bien entendu et vous allez rapidement voir pourquoi. Au tempora o mores, déjà les Romains utilisaient cette formule à des fins ironiques. Et en effet, se plaindre de l'état toujours mauvais du monde n'a rien d'original, comme le soulignent régulièrement ceux qui, à la notion de déclin des grandes civilisations, opposent plutôt l'idée d'un progrès infini. Alors certes, ils commettent une grossière erreur de pensée, car l'omniprésence historique d'un lieu commun, comme celui du déclin, n'implique nullement que le constat en soi doive toujours être faux. Aspirer à mieux, et donc être frustré du présent, fait partie de la condition humaine et nous permet d'aller de l'avant, mais il y a certaines époques où ces plaintes sont nettement plus justifiées qu'à d'autres. Et, ne nous voilons pas la face, nous vivons sans doute en plein milieu d'une époque de ce genre. Migration de masse, déclin démographique, déchristianisation, polarisation sociale, destruction de la nature, mondialisation, islamisation, désindustrialisation, et j'en passe, difficile d'être positif quant au futur dans l'Europe du XXIe siècle. Et pourtant, avoir un regard objectif sur les maux du présent, oser en parler publiquement et surtout agir en conséquence est nécessaire si nous voulons changer les choses, car le temps nous est compté, non seulement en tant qu'humains, mais aussi en tant que civilisation. Mais nous avons aussi le devoir de ne pas seulement nous concentrer sur ce qui ne va pas, mais aussi de garder un regard serein et ouvert pour toutes les belles choses de ce monde et pour toutes les évolutions qui iraient dans la bonne direction. Et de ce point de vue-là, la France mérite amplement les deux, que nous nous soucions très sérieusement de son état et que nous y détections les signaux d'espérance. Et ces derniers ne sont pas du tout aussi clairsemés que les Français eux-mêmes semblent le croire si souvent. Certes, en tant que Belge germanophone installé en Pologne et ne voyant la France de près que lors de mes séjours universitaires en Vendée, mes vacances familiales en Bretagne, ou mes conférences à Paris ou dans d'autres régions, je plaide coupable face au reproche de ne posséder qu'une connaissance superficielle de la réalité quotidienne du pays. Mais je crois pouvoir contrebalancer cette superficialité avec un autre rapport, c'est-à-dire un regard extérieur et neutre, basé sur la comparaison avec la situation actuelle en Allemagne, en Pologne et bien évidemment dans ma Belgique natale. Et de ce point de vue, la France ne s'en sort pas si mal que ça. Certes, alors plus que tout autre pays européen, la France est au bord du gouffre. Et le danger de catastrophes économiques, de partition territoriale, même de guerre civile n'est pas à exclure. Les raisons de cet état de fait n'étant inconnues de personne. Mais la France est aussi le pays en Europe où la résistance contre ces dangers est la plus vive. Car les dangers qui, pour les voisins, restent purement théoriques, font partie de l'expérience vécue du quotidien. Comment cette résistance se structure-t-elle? Alors d'abord, parlons évidemment du renouveau spirituel, sans doute le plus important des divers facteurs que je veux énumérer. En Allemagne, l'Église est presque entièrement sous le joug du wokisme, alors qu'en Pologne, elle reproduit largement un déclin analogue à celui de l'Église irlandaise. En France, en revanche, il y a une génération, à part quelques rares exceptions, le catholicisme traditionnaliste semblait à peu près aussi mort que le paganisme celtique ou gréco-romain. Mais les choses ont bien changé depuis lors. Maintenant, c'est à la fois l'Église de Vatican II et le laïcisme républicain libre-exaministe qui semble graduellement s'évaporer en même temps que la génération des boomers, alors que la jeunesse redécouvre avec ardeur et amour la beauté intemporelle de la messe tridentine et certains, les mystères lourdement reconstruits, il est vrai, du paganisme. Alors certes, ces deux mouvements restent marginaux face à une majorité de la population qui est déjà, d'un certain point de vue, sortie de l'histoire et n'a plus vraiment d'aspiration ou de préoccupation spirituelle consciente, mais l'histoire est généralement faite par les élites et il est fort à parier que dans le futur, la jeunesse traditionnaliste reprenne les rênes de l'Église et dispose ainsi d'une légitimation historique et identitaire inouïe pour réaliser aussi des ambitions politiques et culturelles plus larges. Mais il y a plus. C'est aussi en France que l'ancienne notion de souverainisme est en train d'être lentement, parfois très lentement, dépassée, alors que dans les autres pays, elle règne toujours en maître. Certes, même pour beaucoup de jeunes conservateurs, la trahison de l'Union européenne rend très difficile de concevoir le futur autrement que par le prisme national, mais le catholicisme renaissant permet à beaucoup d'entrevoir à nouveau le modèle d'une Europe unie par l'idée de chrétienté.
alors que pour les néo-païens, ce sont surtout la notion de longue mémoire ainsi que l'ancrage européen à la fois ethnique et spirituel de la France qui semble essentiel. Ainsi se profile le modèle d'une future cohésion européenne, aussi lointaine d'un nationalisme étriqué que d'un humanisme mondialisé et désincarné, et qui pourra s'activer politiquement dès que les autres nations suivront cette voie et permettront une refonte des institutions européennes sur de nouvelles bases idéologiques. Mentionnons également le grand nombre d'instituts, de revues, d'académies, de programmes de formation, de groupes identitaires, de fraternités ou de cercles d'amis qui ont vu naissance ces dernières années en France, alors que d'autres pays semblent toujours croire que la défense civilisationnelle devrait se jouer essentiellement à un niveau purement politique. La jeunesse française a ressenti instinctivement que non seulement les partis politiques pouvaient être très éphémères, mais aussi que quelques majorités passagères ne changeaient en rien la situation générale du pays. Ce n'est pas la politique qui transforme la culture, mais l'inverse. Et en vue des menaces multiples qui planent sur la survie de la civilisation européenne en France, la seule approche est celle d'initiatives décentralisées et résilientes, œuvrant pour transformer de fond en comble les opinions et identités, et pas seulement quelques règlements venant de Paris. Finalement, parlons de terroir, terme tout simplement intraduisible dans d'autres langues européennes. La richesse naturelle et culturelle de notre continent peut sembler à juste titre infinie, mais la France y joue un rôle particulier. Non seulement parce que, en termes de diversité historique et géographique, elle a été particulièrement bien lotie par le destin, mais aussi parce que la notion de terroir et la nécessité d'un réenracinement ont été redéfinies depuis quelque temps dans un sens nettement plus holistique et identitaire qu'avant. L'identité régionale n'est désormais plus limitée aux diverses facettes du folklore, mais exprime en même temps une véritable identité politique et culturelle bien différente du centralisme jacobin. En effet, l'unification abusive des innombrables traditions régionales du territoire français est désormais reconnue comme étant l'une des origines non pas de la grandeur, mais plutôt de la misère identitaire du pays. Ici aussi, le chemin est encore lent, mais la distance prise avec le modèle parisien laisse prévoir une certaine redynamisation des provinces qui, certes, restera longtemps limitée à quelques petits îlots, mais qui pourrait néanmoins planter des germes qui survivront aux temps difficiles à venir. Ainsi, en conclusion, la France est, sans nul doute, l'un des pays en Europe où la déconstruction identitaire est la plus avancée d'un point de vue concret, mais c'est aussi le pays où les réactions au déclin sont les plus notables et les plus innovatrices. Les autres pays feraient bien de s'inspirer des grandes tendances qui animent actuellement la résistance française afin de développer aussi rapidement que possible leurs propres initiatives de résilience identitaire. Mais ce qui est également certain, c'est que la France ne pourra s'en sortir que de concert avec ses voisins. Paradoxalement, la survie de l'État-nation dépendra essentiellement de la survie de la coopération européenne, bien que non pas sous l'égide d'une idéologie mondialiste et mortifère, mais ancrée dans la tradition éternelle. Merci beaucoup.